pour être champion du monde, et c'est ce qui nous manque actuellement, c'est pas 15, 18 ou 25 bons joueurs. Il faut avoir 33 premiers choix. Bonjour Philippe, French Flair, 13e épisode et la dernière pour cette Coupe du Monde. Salut Serge. Comment tu vas? Très bien, très bien. Enfin, très bien. Comme toi, hein. On a du mal depuis les quarts de finale, on va dire. C'est clair, tu anticipes un peu ma première question, mais en tout cas, depuis effectivement la défaite des Bleus, comment tu te sens? Tu as pris un peu de recul par rapport à ce quart de finale perdu contre les Bocs. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme analyse? Étonnamment, j'avais un billet pour aller voir Nouvelle-Zélande-Argentine et je l'ai donné à un copain parce que je me sentais pas retourner au Stade de France. Alors après, j'y suis allé le lendemain pour Angleterre-Afrique du Sud. Après, comme toi, comme beaucoup de Français, beaucoup de tristesse, un petit peu de frustration. Les Français avaient montré depuis 4 ans un rugby séduisant. Fabien Galtier avait amené l'équipe de France à 80% de victoire. Un match d'ouverture où on gagne la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, cette défaite contre l'Afrique du Sud d'un point est dure et compliquée, surtout que la France était derrière, des scores incroyables, 15, 16, 17 millions de téléspectateurs. Et après, et tu le sais, hein, c'est la loi du rugby et du sport de haut niveau, mais on avait un soufflet qui était incroyable et il est un peu retombé depuis cette défaite en quart de finale. Ben, je suis comme toi, c'est vrai qu'on est profondément déçus et frustrés de cette situation. C'est une évidence. Mais c'est vrai qu'on peut dire que cette génération Dupont, qui est une génération exceptionnelle, qui nous a fait vibrer et qui nous a montré des choses incroyables, comme tu le dis, est une génération qui marque au fer rouge, je pense, leur temps. Et cette Coupe du Monde, on peut se dire que ce n'est qu'un début de quelque chose de fou, je pense. Ouais, après là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est une équipe jeune, hein, 25-26 ans de moyenne d'âge. À part Winnie Antonio, Tao, qui ont décidé d'arrêter. Après, est-ce que Gaël Fickou ira à la prochaine Coupe du Monde? Et que je pense sur l'expérience, sur l'apprentissage, même Fabien Galtier en tant que numéro 1, c'était son premier quart de finale de Coupe du Monde. Et les Sud-Africains, joueurs et staff, avaient beaucoup plus d'expérience que nous. Mais après, voilà, on avait l'impression que tout était réuni, une génération incroyable, on était constant, alors que le rugby français, normalement, a des problèmes à être constant dans les résultats, dans le contenu, dans la compétence. Et c'est complexe et c'est compliqué. Après, je pense que, pour revenir sur ce match, on a était en difficulté sur les duels aériens. On savait que les Sud-Africains on en avait parlé avant, on savait qu'on allait être visé là-dessus et on prend 2 essais pratiquement à 0 passe sur des duels aériens. Et puis en deuxième mi-temps, quand on est à 15 contre 14, on sait qu'au niveau international, quand tu es à 15 contre 14, tu dois marquer entre 7 et 10 points. Et on a eu des temps forts en début de deuxième mi-temps et on n'a pas su les concrétiser. Et les Sud-Africains, c'est un peu comme les Toulousains dans le top 14. Hein. Si tu fais pas la différence, si tu les mets pas à 8, 9, 10 points, 15 points, et ben ils sont capables de revenir. Toi, tu le sais avec Biarritz, parce que quand vous avez gagné contre les Toulousains, vous avez su finir le job. Et puis après, les Sud-Africains, leur banc, leur coaching, leur puissance, leurs conditions physiques, la réussite de Pollard aussi en quart et en demi font qu'eux sont encore en vie dans cette Coupe du Monde. C'est vrai que sur les Sud-Africains, c'est vrai que ça va devenir une normalité de voir cette révolution de tactique de leur coach, de pouvoir faire un 7-2 et surtout de rentrer comme ça des joueurs frais, mais avec une précision dans le timing qui est assez impressionnante. Et ça, tu as été impressionné par ça?
Bah, je suis impressionné sur pas mal de choses. Comme tu dis, ils ont inventé le 7-1 en match de préparation à Twickenham contre la Nouvelle-Zélande, donc ça va être intéressant. Après, ils nous avaient adapté un 6 avant, 2 3 quarts en règle générale. Le coach, dans la semaine avant la préparation contre la France, a fait un peu du bluff, a dit que les Français étaient un peu joués avec l'arbitre. Enfin, il a mis une pression. Et puis quand ils annoncent leur équipe, ils font 5 avant, 3 3 quarts. Donc, ils changent complètement de stratégie. Il met sa charnière titulaire sur le banc. Euh, Nous, je pense qu'on pensait qu'ils allaient faire 6-2 ou 7-1. Et donc, on met 6 avant et 2 3 quarts sur le banc, alors qu'on ne l'avait pas fait durant toute la Coupe du Monde. Toute la Coupe du Monde, Fabien Galtier était resté sur un classique 5 avant, 3 3 quarts. Et puis après, ils prennent des décisions fortes en demi-finale et ils sortent leur demi d'ouverture au bout de 31 minutes. C'est des décisions qui sont dures à prendre, mais après, ils l'ont expliqué. Pour eux, il n'y a pas d'ego. Si un mec passe à côté, il passe à côté. C'est pas pour ça qu'il ne sera pas titulaire le prochain match. Mais bon. On en parlera plus en Ouais, détail sur les questions mais bon, suivantes. depuis le début, ils prennent des bonnes décisions et ils ont un peu la baraka là-dessus. Ben ouais, c'est ça qui amène cette folie, effectivement, sur cette Coupe du Monde. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur le staff de l'équipe de France. C'est vrai que on a parlé des joueurs, on a parlé du fait qu'ils soient talentueux. Mais qu'est-ce que tu as pensé effectivement de l'organisation de Fabien Galtier, de son staff? Ce qui a été assez fascinant de l'extérieur, c'était de voir effectivement la règle entre la Ligue et la Fédération qui a permis à ce que Fabien ne puisse pas utiliser toujours les mêmes joueurs. Ça lui a emmené qu'il amène des joueurs, par exemple, en tournée en Australie, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Bien sûr. des joueurs méconnus. J'avais 6-7 joueurs de Montpellier, dont des mecs Enzo Forletta, Béconi, etc., qui étaient inconnus. Bon, Arthur Vincent était plus connu, mais en faisant ça, je trouve qu'il a été intelligent. C'est qu'il a mis un peu l'équipe type au mois de novembre et lors des 6 nations. Et l'été, il essayait, il faisait des expériences. Des expériences, des essais. Des essais, il prenait des jeunes joueurs, et puis ces jeunes joueurs ont été bons, parce qu'on a gagné la tournée au Japon, la série de tests en Australie. En Australie, notamment avec Jaminet, qu'on découvrait, que tout le monde découvrait, qu'on ne connaissait pas du tout. Tout à fait, ou Couillou, le demi-mêlée de Lyon, qui marque un essai de 60-70 mètres. Mais par contre, tu t'aperçois qu'il faut encore aller plus loin, beaucoup plus loin, parce que pour moi, et on ne parle pas d'arbitrage, on ne parle pas de management, on ne parle pas de pression, de stress, d'événements, etc. Mais notre banc contre l'Afrique du Sud a été moins pertinent que le banc sud-africain. Donc je pense que pour être champion du monde, et c'est ce qui nous manque actuellement, c'est pas 15, 18 ou 25 bons joueurs. Il faut avoir 33 premiers choix. Et pour cela, je pense qu'il a encore 4 ans, et ça, il le sait, pour pouvoir encore étoffer et d'avoir pratiquement 3 premiers choix à chaque poste, parce que tu te rends compte que sur une compétition aussi longue que la Coupe du Monde, la qualité de ton effectif, la qualité de ton banc fait la différence, ce que les Sud-Africains ont montré sur les quarts de finale et même sur les demi-finales. Ça me brûle les lèvres de te poser cette question, si tu me dis tout ça par rapport au remplacement. Donc, qu'est-ce que tu penses, puisque là, du coup, le capitaine, le joueur emblématique, n'est pas sorti de ce quart de finale? Est-ce qu'il aurait dû le changer, Antoine Dupont? Alors là, c'est difficile. Et puis bon, moi, je suis entraîneur, j'ai été sélectionneur. En plus, j'ai pris 50 points contre les All Blacks, donc je ne peux pas donner de leçons à Fabien Galtier, qui a un pourcentage en plus de réussite assez exceptionnel. Mais après, il aurait pu aussi mettre Lucu lors des 20 dernières minutes, passer Antoine Dupont au poste de 10, parce qu'Antoine Dupont, non seulement il joue 9, mais il est capable de jouer 10 au niveau du stade toulousain, et garder Ramos aussi au poste de 15. Il y a tellement de solutions, tellement de choix. Après, moi, surtout, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on était dominant et on était assez bien en première ligne.
et on était bien emmêlés. Et par contre, les 20 dernières minutes, ça a été très, très difficile contre l'Afrique du Sud. Eux, ils ont fait rentrer des mecs qui ont été dominants. Et nous, on a subi énormément. Et en plus, avec le départ de Winnie Antonio, je pense que voilà, le chantier de la première ligne du pilier droit va être un gros, gros chantier au niveau de l'équipe de France. Et que le rugby moderne, le rugby mondial, maintenant se joue et se gagne à 23 joueurs. Et actuellement, les Sud-Africains sont en train de montrer que même en étant en difficulté contre la France, même en étant en difficulté contre les Anglais, et ben sur les 20 dernières minutes, avec le coaching, avec leur pilier gauche, je me souviens pas de son nom, mais comment il s'appelle, le gaucher sud-africain, qui défonce tout le monde en mêlée, tu as vraiment l'impression que ils ont vraiment une équipe qui commence et une équipe qui finit le job, comme André Pollard, qui a été déterminant lors des fins de match. Enchi, je crois. Voilà, Enchi. Alors Enchi, voilà, ouais. il est petit, il est pas très grand, il est plus large que grand, mais c'est un monstre en mêlée. À chaque fois qu'il rentre, et en plus, c'est intelligent parce que quand tu es entraîneur ou coach, etc., tu as beaucoup de data, beaucoup de statistiques, beaucoup de données, etc. Et tu sais qu'au niveau international, il y a beaucoup, beaucoup de moins de mêlées en première mi-temps qu'en deuxième. Pourquoi ? Parce qu'en première mi-temps, les joueurs sont frais, les joueurs sont de plus en plus techniques, de plus en plus adroits. Et par contre, le pourcentage de mêlées augmente lors des 20 dernières minutes de match. Et tu t'aperçois que les Sud-Africains, ils font rentrer leur pilier gauche, qui est peut-être le plus solide pilier gauche du monde, en mêlée, mais ils le font rentrer à bon escient au moment où il y a le plus de mêlées. Et ça, c'est aussi une certaine façon de réfléchir et une certaine stratégie que l'équipe de France doit penser pour dans 4 ans, parce que je pense qu'on a la génération et on a le staff et la qualité pour être champion du monde dans 4 ans en Australie. Comment tu vois, toi, l'avenir, justement, de l'équipe de France ? C'est vrai qu'il va y avoir les vacances, ils vont se reposer un peu. Ils vont attaquer ils vont la revenir préparation. Rapidement en top 14, surtout. Ils vont revenir en club. C'est vrai que les clubs vont bien s'occuper d'eux en leur donnant un peu de temps de repos, c'est sûr, j'espère. Ouais. En tout cas, et puis derrière, il y aura rapidement les tournois destination qui commencent en février. Le 2 février, ça y est, on va attaquer le tournoi destination. Ouais, comment tu vois les choses ? Surtout un match facile. Tu joues l'Irlande lors du premier match. Le 2 février, d'ailleurs, à Marseille. Mais après, je pense sincèrement, la seule chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont changer dans le staff. Labitte, l'entraîneur de l'attaque et de toute l'animation offensive va partir au Stade Français avec Guézal, l'entraîneur de Karim, l'entraîneur de la touche. Il y a le docteur qui va partir. Il y a aussi le préparateur physique de la haute performance qui va partir, qui va aller Thibaut Giroud. Qui va aller à Bordeaux. Donc je pense qu'il y a surtout un gros travail que Fabien doit avoir pour retrouver une osmose et bien sûr, il va prendre beaucoup de compétences dans son staff. Après, sur le groupe France, ce que j'ai dit, je pense que tu as le poste de pilier droit qui va être où il va falloir trouver des solutions. Après, en seconde ligne, je pense que tu as Meafou, qui est seconde ligne de Toulouse, un passeport australien, mais qui va être GIF à partir du 1er janvier et qui va pouvoir être sélectionnable. Tu as peut-être Paul Willemse aussi qui peut revenir. Parce que Tao arrête, mais après on aura encore une génération exceptionnelle, on aura plus ou moins la même qualité que lors de cette Coupe du Monde, et surtout ils sont jeunes et avec l'expérience et le vécu d'une Coupe du Monde où ils nous ont fait bander, désolé pour le langage, mais bon, ils ont été exceptionnels, gagner les All Blacks lors du premier match, mettre 60 points aux Italiens, gagner le record de nombre de points contre la Namibie, 94 points. Et par contre, il va falloir continuer. Et je pense que ça soit Fabien ou les joueurs, ils vont vouloir gagner des tournois, faire des grands chelems, avoir un palmarès énorme avant d'arriver en Coupe du Monde avec beaucoup, beaucoup de pertinence et surtout beaucoup de confiance.
Ben, écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite et on sera toujours tous derrière eux parce que bah, ils nous font vibrer et on espère vraiment que la suite sera aussi belle que la première partie de la Coupe du Monde. Voilà. On va passer sur l'analyse de la première demi-finale, Nouvelle-Zélande-Argentine. Qu'est-ce que tu penses de cette troisième demi de l'Argentine quand même? C'est vrai que c'est quand même une performance. Je trouve que c'est une équipe qui a depuis rejoint le Fort Nation, continue vraiment à progresser. Malgré tout, c'est vrai qu'ils ont commencé une Coupe du Monde de manière très très moyenne en perdant contre l'Angleterre à 15 contre 14. Mais derrière, ils font quand même une belle Coupe du Monde, tu penses? Bah oui, ils sont là, hein, ils sont présents. Ce que tu dis est pertinent, hein, depuis qu'ils ont été invités dans le Fort Nation. Ils ont l'habitude de jouer en permanence, les Néo-Zélandais, les Sud-Africains, les Australiens. Ils font des matchs de très très haut niveau. Ils ont battu les All Blacks Ils ont battu les All Blacks. Et maintenant, ils ont l'habitude du très haut niveau. Alors après, ce qui est étonnant, pour moi, je trouve qu'ils ont été moins bons que d'habitude. On les connaissait plus solides en conquête. Je les ai trouvés moins dominants en conquête qu'on a pu les connaître avant. C'est des joueurs normalement qui sont très adroits. Ils ont fait beaucoup de fautes de main lors de cette compétition, mais ils ont l'opportunité d'avoir la médaille de bronze, c'est-à-dire ils ont un match entre la 3e et la 4e place contre l'Angleterre, et bravo à eux. Mais par contre, sur la demi-finale, j'ai envie de dire, après 10-15 minutes, les Néo-Zélandais étaient meilleurs en conquête, étaient meilleurs dans l'animation offensive, avaient des athlètes incroyables, et ils ont vraiment, sur cette demi-finale, il n'y a pas eu match. Ils ont été complètement dominés. Néo-Zélandais qui marquent 7 essais, et en plus en faisant 40 ou 45% de réussite au pied, parce que je crois que sur les 7 essais, il y en a que 3 qui ont été transformés. Mais les Blacks ont appris de leur défaite en match de préparation contre l'Afrique du Sud, ont appris de leur défaite contre la France. Ils ont changé leur équipe, ils ont changé les 2 piliers. Leur capitaine est revenu. Il y a Barrett au centre qui est revenu, qui a amené une assise et beaucoup plus de créativité. Et sincèrement, je trouve que les Néo-Zélandais, ils montent crescendo, et ils sont encore là. Et puis sur le quart de finale ou la demi-finale, sincèrement, ils nous ont fait rêver au niveau du jeu, au niveau du flair, au niveau des prises d'initiative. Ouais, j'ai apprécié le jeu d'avant qu'on n'a pas vu depuis longtemps chez les Néo-Zélandais. C'est vrai que quelle puissance, quelle détermination entre le mix entre les avants qui prenaient des pick and go et qui faisaient des choses incroyables, et derrière avec un ailier qui était dans la masse justement des avants et qui prenait le relais. Et ça, je trouvais que c'était une première pour eux, et ça, pour moi, j'avais jamais vu jouer les Blacks comme ça. Ouais, mais je pense que tu vois, j'ai envie de dire les grands et les grands joueurs, les grands coachs, les grandes équipes se remettent en question en permanence. Ils ont été secoués contre l'Afrique du Sud en match de préparation. Ils en ont pris pratiquement 40. Ouais, ils ont été secoués contre la France lors du premier match, surtout en deuxième mi-temps. Et depuis, donc ils ont fait des ajustements dans leur paquet d'avant. Je pense qu'ils se sont plus concentrés sur leur conquête, mais maintenant ils sont dominants en mêlée. En touche, ils sont très bien. Ils sont sur les ballons portés, c'est très propre, mais surtout où ils m'ont impressionné, hein, c'est sur leur contre en touche, hein, que ça soit contre l'Italie le dernier match, que ça soit contre l'Irlande ou contre l'Argentine. Ils ont volé beaucoup de ballons sur lancé adverse. Et que tu sais, les 3/4, les avants, vous gagnez l'argent, et les 3/4, on le dépense. Et le problème, c'est que là, les Néo-Zélandais, ils gagnent beaucoup d'argent, et les 3/4 savent très très bien dépenser l'argent. Donc, je les trouve redoutables. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils auront une journée de plus de récupération pour la finale que l'Afrique du Sud,
qu'en fin de match, Barrett, leur seconde ligne, prend un carton jaune. Ils ne le font même pas rentrer. Ils finissent à 14 contre 15. Mais ça a été surprenant. Ouais, mais parce qu'ils pensaient déjà, maintenant, il faut garder de la fraîcheur, de l'appétit. Et puis, tu le sais, hein, mais après, toutes les minutes, toutes les secondes sur la récupération, sur la préparation du prochain match, surtout quand tu arrives en finale dans une compétition aussi longue, tous les moments sont importants. Tu as raison, ça va être des notions importantes qui vont peut-être payer par rapport à leur organisation et leur fraîcheur. Plus une journée de plus, c'est une compétition qui a pris 2 mois. C'est énorme et je crois que ça peut effectivement se jouer là-dessus. Toi qui as été lié fougueux, plein de talent, d'explosivité, qu'est-ce que tu penses de Will Jordan et ce joueur qui, à chaque fois qu'il touche un ballon, c'est pratiquement essai? Premièrement, il pue le rugby. Deuxièmement, il est élégant. Troisièmement, ce qui est assez impressionnant, c'est que tu n'as pas l'impression qu'il force. Même quand tu vois l'essai qui marque de 80 mètres, alors il perd, c'est à un moment donné il ralentit, il regarde autour de lui. Je crois que quand les joueurs ont la classe, c'est ça. T'as toujours l'impression que le temps espace, ils ont du temps. Il met un petit coup de pied à suivre, le bon rebond, mais parce qu'il tape le ballon sur la pointe, donc techniquement c'est propre, c'est bien fait. Et même il déborde son vis-à-vis, il réaccélère, il attrape le ballon et même il ralentit un peu, il se fait plaquer, mais il sait que avec la vitesse, etc., il va aller jusqu'à dans le but. Et puis après, c'est pas le fait du hasard, 8 essais et 8 essais en Coupe du Monde. Et voilà, il est comme Jonah Lomu, il est comme Habana, il est comme les grands ailiers du circuit international. Et s'il marque un essai en finale, il va gagner le record du nombre d'essais. Et je pense qu'il en est capable parce que voilà, c'est un joueur beau à voir, racé et surtout très intelligent. Et ouais, c'est aussi le fait de vivre des Coupes du Monde et de découvrir des joueurs aussi talentueux. C'est ça aussi la beauté de cette compétition, cette 10e Coupe du Monde de rugby qui est des moments fantastiques à voir. Donc, qu'est-ce que tu penses justement, toi qui as été coach aussi l'équipe de France, de leur entraîneur justement aux Blacks, Foster? Qu'est-ce que... La beauté, c'est que quand même, il y a peu de temps, il a failli être viré. Ouais. Ils ont failli anticiper, je crois, l'arrivée du nouvel entraîneur. Tout à fait. Il a perdu les séries de tests contre l'Irlande. À un moment donné, ça a été compliqué. On lui a amené d'autres adjoints autour de lui. Et puis, je crois qu'il faut jamais enterrer les All Blacks. Voilà, ils ont su... on les croyait en difficulté lors des matchs de préparation, même s'ils avaient fait une compétition de l'hémisphère sud de qualité. Ils ont perdu contre la France, mais ils n'ont pas paniqué. Après, ils ont été intelligents, ils ont rééquilibré ce que je te dis. Et je l'ai trouvé en difficulté en mêlée, en difficulté sur la première ligne. Ils ont changé les 2 piliers. Barrett au milieu leur a apporté une assise défensivement, mais du flair aussi, et puis du jeu au pied très très long. Et puis voilà, quand tu le vois après la demi-finale qui dit je vais boire une bière et je vais manger, je sais pas, des popcorn ou un truc comme ça, et je m'en fous de qui je vais jouer en finale. C'est un coach qu'il faut se rendre compte. Il a failli être viré il y a 6 mois, 8 mois, et là il met 40 points en demi-finale, et il va être en finale de la Coupe du Monde, et il va peut-être encore être champion du monde. Donc, bravo à lui. Et puis les joueurs l'ont pas lâché, parce que ce qui est important, et ça tu le sais, dans un vestiaire, c'est que il faut que les joueurs adhèrent à son message. Et c'est clair que le sentiment de lui rendre hommage, mais surtout de faire en sorte qu'il finisse en beauté, est quelque chose de très important. C'est vrai que quand le vestiaire est soudé derrière un coach, ça donne ça. Et c'est vrai que cette réaction, elle est plutôt positive, et bravo à lui. Donc, on va analyser la deuxième demi-finale. Les Anglais contre les Sud-Africains. On espérait qu'ils vengent la France quelque part. Qu'est-ce que tu en retiens? D'abord, chapeau aux Anglais, hein, parce que, pareil, Eddie Jones se fait écarter avant le tournoi de destination. Ils prennent 50 points contre l'équipe de France à Twickenham. Hein.
ce qui est jamais arrivé dans l'histoire du rugby anglais. Des matchs de préparation pas aboutis, défaite au Pays de Galles, ils perdent contre les Fidjiens à domicile à Twickenham, ce qui n'est jamais arrivé dans leur histoire. C'est une première victoire historique des Fidjiens, Voilà. d'ailleurs. Et puis tu vois, le premier match, ils prennent un carton rouge au bout de 2 minutes, mais bon, les Anglais, toi tu les connais, moi j'ai joué, entraîné 10 ans là-bas. Il y a une chose, la résilience, la solidarité, le don de soi, l'abnégation, ne rien lâcher. J'ai l'impression qu'ils ont montré ça, ils ont pris confiance après chaque match où ils ont gagné. Et puis après cette demi-finale, alors après les conditions climatiques, c'était un temps anglais. Donc, Mais on ne peut pas s'empêcher quand même de dire que c'est un jeu très très restreint, même si on les connaît comme tu le dis. C'est frustrant quand même de voir que c'est vrai, le temps était à leur faveur, leur temps. Et c'est frustrant de les voir jouer comme ça, malgré tout, quand même. Quand on aime la beauté du jeu, quand on parle de French flair. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi, on peut pas dire qu'ils ont eu beaucoup d'imagination lors de cette Coupe du Monde. Mais sur la demi-finale, ils avaient une stratégie. Ils étaient affamés. Tous les ballons au sol, ils étaient pour eux. Ils ont été bons en conquête. Les duels aériens, où nous, on a été assez faibles contre l'Afrique du Sud, eux, ils ont gagné 90% des duels aériens. Et j'ai envie de dire, jusqu'à la 78e minute, ils étaient devant. Alors après, oui, mais bon, comme tu as joué, quand il y a des conditions climatiques comme ça, avec des défenses qui montent très très vite, c'était compliqué de faire une passe supplémentaire. Et ils ont été présents. Et par contre, j'ai trouvé, et là, bravo encore aux Sud-Africains, parce que c'était le même arbitre, mais ils ont été hyper pénalisés en début de première mi-temps sur les zones de plaqueur-plaqué, les zones de ruck. C'était le même arbitre, mais il a arbitré complètement différemment les zones de ruck que la semaine d'avant, je pense, parce qu'il avait dû être critiqué après son match contre la France. Et là, les Sud-Africains, tu vois qu'il y a la bouteille de l'expérience. Ils n'ont pas paniqué. Toi, tu le sais, tu étais un plaqueur qui grattait énormément. À un moment donné, ils ont même arrêté de contester. Après avoir pris 5-6 pénalités au bout d'une demi-heure, ils ont arrêté de contester, ils ont pris la latéralité, ils sont montés fort, ils ont attendu que ça tourne. Et là, tu vois que voilà, c'est une équipe qui a de l'expérience, c'est une équipe qui a un vécu incroyable. Je crois que l'équipe de France, c'est 25 ans, mais je crois que la moyenne d'âge de l'Afrique du Sud, c'est 31 et 32 ans. Donc, ils ont été champions du monde, ils ont un vécu incroyable, des leaders, un capitaine pourtant qui sort très rapidement, mais c'est méthodique, ça s'adapte. Et le très haut niveau, il faut aussi être dans l'adaptation. Et je rajouterais une chose, c'est vrai que je les ai vus jouer le match qu'ils ont perdu contre l'Irlande, le match de poule, où j'ai pu ressentir un peu de fatigue mentale et physique de certains leaders, Ed Sebets par exemple, et d'autres avant. C'est vrai qu'ils se sont ressourcés par rapport à cette défaite contre les Irlandais de match de poule. Et derrière, ils sont incroyables, en plus avec un coaching que tu connais. Oui, mais ils sont ressourcés et aussi ils sont adaptés. Contre l'Irlande, 20% de réussite au pied. Ils ont un talonneur, ils ont un talonneur qui se blesse. Ils appellent qui? André Pollard, demi d'ouverture, qui joue à Leicester. Et André Pollard est déterminant contre la France. Il met la pénalité qui les fait passer à plus 4 à 52 mètres de la ligne. Et contre l'Angleterre, il passe la pénalité à la 78e minute, 49 mètres, vent, pluie, etc. Donc, ils ont été aussi smart, comme on dit, intelligents, et ils ont su s'adapter par rapport au manque qu'ils avaient en début de compétition. Ce qui est sûr aussi dans ton analyse, c'est que depuis le début, Erasmus a pris des joueurs en cours de mandat en 2016-2017, je crois. Tout à fait, 2017. Et tout ce travail qu'il a fait pour les emmener champions du monde en 2019 au Japon et maintenant en finale, deuxième finale consécutive est assez incroyable. Et c'est vrai que pour moi, ça paraît pas du génie, mais pas loin, parce qu'il a cette capacité à connaître ses joueurs, à leur faire confiance, parce que quand tu mets des joueurs aussi âgés par rapport à la compétition et qu'ils aient cette confiance, c'est assez étonnant.
Il regarde pas la carte d'identité. Hein. Le mec, 35 ans, 37 ans, si c'est le meilleur, il joue. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est assez incroyable. Donc, bravo à lui. Maintenant, on va se projeter un peu sur cette finale. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, avec sur 5 matchs, 3 victoires de la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, s'il y a une équipe qui sait jouer la Nouvelle-Zélande, c'est l'Afrique du Sud. Ils savent où les prendre. J'ai envie de dire que même c'est la seule équipe, comme on en a parlé à Twickenham pour le match de préparation, où ils les ont pris, ils les ont tordus. C'est là où ils ont inventé le 7 avant sur le banc des remplaçants. Et à la 48e minute, ils ont changé. Donc, 7 joueurs de leur paquet d'avant. Donc, ils savent faire déjouer les Néo-Zélandais. Ils savent être très agressifs, monter très très vite, leur couper le temps, l'espace, parce que les Néo-Zélandais, dès qu'ils arrivent à se faire 2 ou 3 passes et mettre du rythme et de la vitesse et de jouer au large et après de faire des pick and go, etc., ils sont incroyables. Alors après, pour moi, il y aura 2 clés. Un, les conditions climatiques. S'il fait beau samedi au Stade de France pour la finale, je pense qu'il y aura un énorme avantage pour les All Blacks. Deuxièmement, parce qu'en plus, ils ont un jour de moins de récupération et les All Blacks, que ce soit le quart ou la demi-finale, ça s'est joué à 1 point. Il a fallu... Ils se sont pelés, hein, mais ils sont finis, ils étaient morts. Alors que les All Blacks, en demi-finale, je ne veux pas manquer de respect à l'Argentine, mais à partir de la 60e minute, le coach, il commençait plutôt à penser à faire du coaching, à reposer les mecs et à emmagasiner, on va dire, de la fraîcheur pour la finale de la Coupe du Monde. Donc, sur la fraîcheur physique, les Néo-Zélandais seront mieux. Sur le fait qu'ils ont un jour de plus. Et que si les conditions climatiques sont bonnes, je pense vraiment qu'il y aura un vrai avantage de la Nouvelle-Zélande parce que derrière, ils ont des qualités, ils ont des qualités de main, ils jouent les espaces, ils sont très difficiles à lire. Par contre, les Sud-Africains sont capables de les étouffer, de les prendre à la gorge, de rien leur laisser, de leur mettre beaucoup, beaucoup de jeux au pied de pression. Et puis tu connais les Sud-Africains, c'est des compétiteurs énormes. Et puis je crois que c'est la seule nation qui, physiquement, eux, ils sont capables de sortir un match en finale et d'être increvable, d'être dur, d'être rude. La dernière Coupe du Monde, on pensait que les Anglais avaient gagné les All Blacks en demi, on pensait que les Anglais allaient être champions du monde et ils sont passés dans la machine à laver, ils se sont fait tordre par l'Afrique du Sud. Donc, voilà comment je le vois. Après, je serai pour les All Blacks, moi. Voilà. Ok, mais c'est vrai que moi, en regardant leur match contre l'Argentine, j'ai trouvé les All Blacks, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez exceptionnels dans le jeu d'avant. Et ce jeu d'avant, de pick and go, de mêler leur ailier là-dedans, c'est un peu ce que j'ai retrouvé avec les Anglais qui ont dominé les Sud-Africains sur la demi-finale. Et je me dis que quelque part, la réussite de la Nouvelle-Zélande sera peut-être là. Et donc, on espère avoir une confrontation qui sera assez physique, ça c'est sûr. Et on espère vraiment qu'on verra un gros match avant de savoir qui va gagner. Mais si t'es pour la Nouvelle-Zélande, je serai pour l'Afrique du Sud. Donc on fait 50-50. Mais il manque une chose quand même. Tu sais ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Que les Bleus ne soient pas au Stade de France pour la finale. Clair, mais après, c'est clair. N'oublions pas aussi, et moi je vais y aller, le match de la troisième place, le match de la troisième place qui est le vendredi soir, qui va être encore une belle fête. Et puis cet événement qui a été fait en France et où il y a de la joie, où les stades sont pleins, où il y a une ambiance exceptionnelle. Et dans une période qui est un peu compliquée, voir des sourires, voir des gens qui communient, voir des gens qui font la fête, sincèrement, ça fait du bien. Je te rejoins là-dessus. 10e Coupe du Monde de rugby en France, ça a été des moments fantastiques. C'est vrai qu'il a fait un temps magnifique. Et pendant toute cette compétition, on a vu des sourires, on a vu
des belles choses et surtout l'esprit du rugby qui continue à prospérer et à grandir. Donc, on espère qu'il y aura beaucoup plus d'enfants dans les clubs de rugby français et on espère qu'il y aura beaucoup plus de passionnés de rugby de partout dans le monde. Merci beaucoup, Philippe, et bonne Coupe du Monde, bonne finale de Coupe du Monde et à bientôt. Merci Serge.